Bonsoir. L'année 2013 égrène ces derniers jours. À l'heure du bilan, chacun se remémorera le ou les événements qui l'auront le plus marqué. À la télévision togolaise, c'est devenu une tradition pour nous de rafraîchir la mémoire aux uns et aux autres à travers une rétrospective de tous les faits majeurs que nous avons vécus ensemble durant les 12 mois écoulés. Les grandes actions de l'exécutif et des autres institutions de la République, actions diplomatiques, politiques, économiques, sociales et culturelles, le fonctionnement des autres secteurs de la société togolaise en l'occurrence. Et comme nous avons pris l'habitude de le faire depuis quelques années, nous avons sollicité la présence de certaines personnalités qui ont fait ces actualités, mais aussi de quelques experts pour nous éclairer sur certains aspects qui méritent de l'être. Ces personnalités et experts se succéderont dans les différents panels que nous avons aménagés à leur intention. Vu l'importance des sujets qui seront abordés durant cette émission, nous avons décidé de l'étaler sur 2 jours, comme l'année dernière. Premier sujet, la diplomatie. Quelle a été la physionomie de la diplomatie togolaise ces 12 derniers mois? On sait que le président de la République a beaucoup voyagé, il est allé à la rencontre de ses pairs, il y a eu des échanges bilatéraux, mais aussi multilatéraux, des visites officielles, mais également des participations à des conférences internationales. Le chef de la diplomatie togolaise est d'ailleurs avec nous ce soir. Nous avons également à nos côtés le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. La politique extérieure du Togo en 2013, quel bilan? Réponse dans 5 minutes. Le temps du document d'archives qu'Aimé Abalo a réalisé pour nous. De la coopération, visite d'État, rencontres internationales et sommets de haut niveau, voilà les grands axes autour desquels s'articulent les activités de la diplomatie togolaise au cours de l'année 2013 qui s'achève. Début janvier, le président Faure Gnassingbé effectue son tout premier voyage de l'année chez son voisin de l'Ouest, John Dramani Mahama, à l'occasion de son investiture. Celui-ci lui rendra la politesse à son tour 9 mois plus tard en septembre. Cette politique de bon voisinage s'étend aussi aux autres pays de la sous-région ouest-africaine. Faure Gnassingbé s'est rendu à maintes reprises en Côte d'Ivoire, chez Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, pour des sommets extraordinaires sur la Guinée-Bissau et le Mali. Le Mali qui abrite des casques bleus togolais, tout comme la Côte d'Ivoire elle-même. Fin juillet, grâce à une forte implication de la CEDEAO et de la communauté internationale, des élections sont organisées au Mali. Elles portent au pouvoir Ibrahim Boubacar Keïta. Celui-ci fera l'un de ses tout premiers voyages à Kara, avant son investiture, pour remercier le peuple togolais. Février, Faure Gnassingbé est l'invité du 12e sommet de l'Organisation de coopération islamique au Caire, puis participe au Forum économique mondial à Cape Town en Afrique du Sud en mai, avant d'aller présider une session du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la lutte contre le terrorisme. Début juin, sommet de la TICAD au Japon, le Togo prend une part active dans ce nouvel élan de coopération entre le Japon et l'Afrique. Quelques jours plus tard, le SACRE, Faure Gnassingbé reçoit une distinction de la FAO pour les exploits agricoles du Togo en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire. Le directeur général de la FAO se rendra plus tard à Lomé pour se rendre à l'évidence des performances réalisées et réitérer ses encouragements aux autorités togolaises. Celles-ci se sont également engagées sur le front de la lutte contre la piraterie maritime aux côtés de leurs pairs de la côte du golfe de Guinée au Cameroun. Fin juin, Lomé accueille avec faste les festivités qui marquent les 25 ans de EcoBank transnationale. Même engouement et même ferveur autour de la célébration des 40 ans de la BWAD quelques mois plus tard avec la présence de certains chefs d'État et de gouvernement de l'espace UEMOA. 25 juillet, jour d'élection. Des législatives fortement encouragées par la CEDEAO avec l'implication du président en exercice Alassane Ouattara et son confrère nigérian Goodluck Jonathan. En août, le numéro 1 togolais a séjourné à Malabo, au pays de Théodoro Obiang Nguema Zogo. Octobre, sommet de l'UEMOA à Dakar. Après 2 mandats à la tête de l'institution communautaire, Faure Gnassingbé passe de témoin à son voisin Yahi Boni du Bénin. Puis il se rend à Addis Abeba au sommet de l'Union africaine,
au Congo-Brazzaville chez Sassou Nguesso et le 15 novembre à l'Élysée. Il y retournera début décembre pour un sommet sur la paix et la sécurité en Afrique convoqué par François Hollande. Le président togolais quittera la capitale française pour les obsèques de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Mais bien avant le sommet parisien, Faure Gnassingbé assiste au Koweït à une grande rencontre entre l'Afrique et les pays arabes. Mi-décembre, il était au Niger chez Mahamadou Issoufou. En outre, et toujours au cours de cette année 2013, de nombreux nouveaux ambassadeurs ont été accrédités au Togo, entre autres l'Égypte, le Vatican, le Sénégal, la Chine, l'Australie, le Maroc, le Tchad, la Russie, l'Union européenne, l'Inde et Israël. M. Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, le ministre Gilbert Bahara de la décentralisation des collectivités locales et de l'administration territoriale. Bonsoir, messieurs les ministres. La première question au ministre Robert Doucet. On l'a vu, le chef de l'État a beaucoup voyagé cette année. Alors, la question que les Togolais se posent parfois quand ils voient le chef de l'État faire tous ces déplacements, est de savoir qu'est-ce que ces voyages rapportent à notre pays. Merci, monsieur Messité. Je suis surpris par votre question. Je pense que tous les voyages du chef de l'État rapportent beaucoup au peuple togolais. Donc, le chef de l'État ne voyage jamais pour se promener. Vous l'avez si bien dit dans votre document, il participe au sommet, il prend part à des obligations qui sont des obligations internationales. Et le retour pour le Togo, c'est d'abord, vous pouvez le constater, depuis cette année 2013, le Togo, il y a une grande visibilité sur l'action, la politique extérieure du président de la République. Donc je pense que les voyages du président de la République, qu'ils soient bilatéral ou sur un plan international, ont un retour très positif pour l'image du Togo. Monsieur le ministre Bahara, comment peut-on qualifier la diplomatie togolaise aujourd'hui? Bon, si nous tenons compte des difficultés que nous avons connues pendant presque 15 années, on peut dire que nous sommes aujourd'hui dans une diplomatie qui à la fois assure la réhabilitation du Togo sur la scène internationale, mais en même temps qui contribue à l'approfondissement et à la diversification de nos relations avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. D'ailleurs, comme le ministre des Affaires étrangères vient de le dire, aujourd'hui nous sentons bien que la diplomatie togolaise est axée sur le développement. Le président va à la fois pour expliquer la nouvelle dynamique, le nouvel contexte qui prévaut au Togo et attirer et susciter davantage d'intérêt de la part des partenaires publics et privés. Il faut qu'ils viennent accompagner les efforts du gouvernement, investir dans notre pays, créer de l'emploi et de la prospérité. Voilà un peu le sens de la diplomatie de notre pays aujourd'hui. Du moins depuis 2005, cette orientation-là est évidente et s'est amplifiée ces dernières années. Monsieur Robert Doucet, le Togo est en fin de mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies. Quel bilan peut-on faire de ce passage dans cette instance internationale suprême? Le Togo est au Conseil de sécurité comme membre non permanent depuis 2 ans. Nous allons sortir du Conseil la semaine prochaine, donc déjà le mardi. Le bilan, il faut le reconnaître qu'il est positif. Le Togo a contribué dans une action générale à maintenir la paix et la sécurité internationale. Vous savez que le Togo, étant membre non permanent au Conseil de sécurité, a pris des actions prioritaires. Aujourd'hui, tout le monde parle par exemple de la piraterie maritime. Le président de la République, devant le Conseil de sécurité, fut le premier, en février de l'année surpassée, à prononcer un discours sur l'impact de l'insécurité transfrontalière dans nos régions, et précisément dans la région, dans le golfe de Guinée. Donc sur les questions thématiques, le principal thème du Togo, c'est sur la piraterie maritime. Le Togo a joué un rôle et continue à jouer un rôle important sur ces questions. Et il y a d'autres questions qui sont des questions liées au continent africain et sur les autres continents. Nous avons des questions, nous avons 4 voire 5 points importants. Si nous prenons l'Afrique de l'Ouest, le Togo a contribué à soutenir toutes les décisions, les résolutions des Nations Unies, les déclarations présidentielles, les déclarations à la presse
qui touche à la sécurité sous-régionale sur le continent, dans la région d'Afrique de l'Ouest et également le Sahel. Si vous prenez l'Afrique centrale, le Togo a contribué également à la prise des décisions, comme récemment la résolution 21-27 concernant la République centrafricaine. Vous prenez une autre région comme l'Afrique de l'Est, la Somalie, le Soudan du Sud aujourd'hui. Le Togo a contribué sur toutes ces questions. Si nous sortons du continent africain, sur le plan international, dans le Moyen-Orient, nous avons la Syrie. Le Togo, pendant toute sa participation, a contribué à ce qu'il y ait une entente, un modus vivendi entre la Syrie, entre le peuple syrien en général et entre la Syrie et certaines grandes puissances. Donc, en somme, le Togo a joué un rôle important pendant ces 2 années au sein du Conseil de sécurité comme membre non permanent. Monsieur Bawara, vous avez été le principal artisan de ce succès diplomatique qu'a été l'élection du Togo au Conseil de sécurité. Est-ce que l'objectif poursuivi, d'après vous, a été atteint? Sur pourquoi vous avez travaillé à l'élection du Togo? Non, je voulais vous dire que dans un pays, la diplomatie est inspirée et conduite sous l'autorité du président de la République. Nous, les ministres, nous ne pouvons être que éventuellement des envoyés, des collaborateurs du président de la République. Deuxièmement, parfois nous ne mesurons pas en tant que citoyens ordinaires l'impact de la diplomatie sur la situation économique et sociale de notre pays. Prenez les derniers mois, et vous allez compter le nombre de séminaires, d'ateliers, de sommets régionaux, sous-régionaux et même internationaux qui se sont tenus à Lomé, avec comme conséquence la consommation dans les hôtels, sur le marché, l'emploi pour nos jeunes. Voilà aussi le sens de la diplomatie. Donner de la visibilité à notre pays et le rendre plus attractif. Le ministre des Affaires étrangères vient de donner les objectifs qui ont été poursuivis au niveau du Conseil de sécurité. Je voudrais vous inviter et inviter les téléspectateurs à aller sur la toile, sur Internet. Et vous verrez qu'aujourd'hui, lorsque on parle de la République centrafricaine, la référence première, c'est la déclaration du président Faure Gnassingbé à l'Élysée, sur le perron de l'Élysée. Lorsqu'il attire l'attention de la communauté internationale et encourage la France à prendre les devants afin qu'on puisse éviter le pire, afin que la Centrafrique ne devienne pas un sanctuaire de terrorisme. Malheureusement, sa prophétie est en train de se réaliser. Alors, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le Togo est un pays très respecté. C'est un pays sollicité, y compris pour déployer nos contingents, très appréciés d'ailleurs, sur les théâtres d'opération de maintien de la paix, partout. Au Sud-Soudan, au Soudan du Sud, au Mali. Même, j'ai cru comprendre que beaucoup auraient aimé voir les troupes togolaises en République centrafricaine. Malheureusement, nos effectifs ne permettent pas de rester un peu partout parce que nous avons aussi des défis internes. Monsieur Doucet, le président Faure Gnassingbé a également tenu les rênes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pendant quelques années. Quel a été l'apport de la présidence togolaise de l'UEMOA durant ces années? L'apport du président de la République a été très décisif pour l'UEMOA. Le président de la République a présidé le conseil des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA pendant 2 ans. Il y a eu des avancées significatives qu'il faut signifier ici. D'abord sur le plan de la sécurité, de la stabilité des pays de la sous-région, donc de l'Union. Le président de la République a donné des objectifs bien précis. Il a également contribué à l'apaisement dans les pays. Il a contribué aussi à revoir, à mettre en place un panel important pour discuter sur les questions énergétiques. Le président de la République a également contribué à résoudre la question de la sécurité alimentaire au niveau des pays de l'UEMOA. Donc quand on voit toutes ces avancées faites par le président de la République pendant sa présidence de l'UEMOA aujourd'hui, en toute humilité, nous disons que le bilan du président de la République a été un bilan positif. Monsieur le ministre? Non, je n'ai rien à ajouter. Je n'ai rien à ajouter, tout est dit. Vous savez, l'UEMOA par exemple, comme il vient de le dire,
a toujours été davantage orienté vers l'économie, l'intégration économique et financière. Et la touche spéciale du président togolais a été d'amener ses pairs de l'UMOA à comprendre que sans la paix, la sécurité et la stabilité dont le ministre des Affaires étrangères vient de faire état, le reste n'est pas possible. Et il y a eu un protocole additionnel adossé au traité de l'UMOA. Voilà quelque chose qui, dans l'histoire, au-delà de nous, en tant que personne, au-delà du président, portera le nom du Togo comme initiateur et porteur de ce protocole d'accord. Monsieur le ministre, les Togolais de la diaspora manifestent beaucoup ces temps-ci leur volonté de contribuer au développement du pays, mais on ne sent pas, on a l'impression qu'il n'y a pas de structure véritable pour les canaliser, les accompagner dans cette volonté de venir travailler pour leur pays. Non, je ne crois pas. Nous avions au niveau du ministère des Affaires étrangères et de la coopération la direction des Togolais de l'extérieur d'abord. Donc il y a une direction qui existe pour ça. Nous avons également un programme que l'on appelle le programme de la diaspora. Et du 23 novembre passé jusqu'au 7 décembre, il y a une équipe du programme de la diaspora qui a sillonné le monde. Je limite quand je dis le monde, qui a sillonné les pays européens et l'Amérique, et donc le continent américain. Cette équipe est rentrée, elle va d'ici, après les fêtes, disons au courant du mois de janvier, rendre visite aux Togolais de la diaspora en Afrique. Donc c'est-à-dire que le programme de la diaspora aura couvert l'Afrique, l'Europe et les États-Unis, et après nous aurons une assise sur la diaspora. Mais notez que la diaspora togolaise contribue à peu près à au moins 1 milliard de francs CFA dans l'économie nationale par an. Donc l'objectif du président de la République est d'organiser cette diaspora pour qu'elle puisse contribuer au développement du Togo. De façon officielle. Bien sûr, de façon officielle. Parce que jusqu'ici, les actions ont été plutôt individuelles. Oui, des actions individuelles, mais nous sommes en train de travailler pour que cette diaspora puisse contribuer de manière officielle au développement du Togo, étant entendu que l'objectif principal du président de la République aujourd'hui, c'est la diplomatie au service du développement du Togo, diplomatie économique au service du développement. Donc, le président de la République pense que la diaspora peut contribuer, c'est pourquoi l'équipe est partie rencontrer tous les Togolais. Après les assises, des décisions seront prises pour permettre aux Togolais de drainer des investisseurs au Togo. Il y a des Togolais qui sont capables d'investir au Togo. Ils ont les moyens, qu'ils viennent au Togo, ils peuvent rentrer au Togo aujourd'hui, investir, créer des entreprises. J'espère qu'après les assises, des décisions seront prises pour leur donner des facilités de rentrer, de créer des entreprises. D'autres n'ont pas les moyens de créer des entreprises, mais peuvent drainer des investisseurs. Ils ont des connaissances, ils ont des relations, ils peuvent drainer des investisseurs au Togo. Et qu'est-ce que nous gagnons réellement ici? Il y aura l'emploi. Tout cela doit rentrer en fait dans notre programme que vous connaissez, qui est en fait notre brevière économique, qui est la SCAP. Donc si cette diaspora peut contribuer à rentrer dans le programme de la SCAP, qui est le programme du gouvernement pour améliorer l'emploi, alors nous pensons que la diaspora togolaise a beaucoup à donner aux Togolais, a beaucoup à nous donner ici, nous qui vivons au Togo, et nous sommes en train de travailler pour ça. Donc je vous rassure que la diaspora togolaise n'est pas du tout délaissée, et les rapports que nous avons après le passage de l'équipe de la diaspora sont nettement positifs. Des propositions sont faites et après les assises, vous verrez, les décisions seront prises en ce sens. Merci Monsieur le Ministre. Nous allons ouvrir notre volet de cette émission. Pour les Togolais, l'année 2013 a commencé dans la douleur, les frustrations et le traumatisme. Les deux plus grands marchés du pays ont été consumés début janvier par des incendies dont l'origine se révélera criminelle. L'année 2013 a été aussi celle de toutes les divergences entre le pouvoir et l'opposition à propos de l'organisation des élections législatives d'une part et de l'arrestation de plusieurs militants responsables de l'opposition de l'autre, soupçonnés d'être impliqués dans les incendies des marchés. Une situation caractérisée par des manifestations parfois violentes. Les protagonistes finiront par se retrouver autour d'une table sous la houlette des médiateurs et des élections législatives seront organisées, remportées par l'Union pour la République, le tout nouveau parti présidentiel. Le rappel des faits avec Edem Soussopo et Isidore Koubatine.
Nous sommes au mois de janvier 2013. Deux événements douloureux et criminels venaient de frapper l'économie togolaise. Les incendies des marchés de Kara et de Lomé. Une tragédie qui a créé des sentiments d'incompréhension, de désolation, mais aussi de colère et de suspicion, aussi bien chez les victimes que chez la plupart des Togolais. Faure Gnassingbé était le premier Togolais à réagir promptement en faisant le déplacement des lieux du sinistre à Kara. Le chef de l'État a non seulement constaté les dégâts, mais surtout il a apporté son soutien moral aux victimes. À Lomé, c'est au palais de la présidente de la République que Faure a reçu les femmes nanabinzes pour essayer de calmer leur tristesse. Des revendeuses qui apparemment semblent inconsolables. Les larmes de ces dames ont donné plus raison à Faure Gnassingbé de diligenter une investigation d'envergure confiée à l'expertise de la police scientifique française, israélienne au procureur de la République togolaise pour retrouver les auteurs de ces actes odieux. Au même moment où les enquêtes sont en cours, le gouvernement togolais a dressé pour le compte des revendeuses de Lomé un site provisoire à Agbadaronou d'un coût total d'1 milliard de francs CFA. Les femmes victimes de l'incendie criminel de Kara seront-elles logées sur le terrain de Lama? L'État togolais est allé plus loin dans ses actions en octroyant une aide financière de 2 milliards de francs CFA au titre de dédommagement pour permettre aux victimes de ces incendies de reprendre leurs activités. Le tout sous la supervision d'un comité de crise mis en place par les autorités togolaises. Le marché de Kara et le principal bâtiment du grand marché de Lomé ont été ravagés par des incendies qualifiés de criminels. Pas de pertes en vies humaines, mais les dégâts sont énormes. Près de 6 milliards de francs CFA sont partis en fumée. L'année 2013 a été essentiellement marquée sur le plan politique au Togo par les élections législatives du 25 juillet et les marches de revendication de l'opposition. Entre autres, les marches du collectif Sauvons le Togo et celles de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Le collectif Sauvons le Togo, qui est un regroupement des organisations de la société civile et des partis politiques, a organisé plusieurs marches, soit pour demander le report de la date des élections législatives, soit pour exiger la libération des militants de l'opposition arrêtés dans le cadre des affaires des incendies des grands marchés du Togo. C'est la marche dite noire. Ensuite, la marche pacifique dénommée Lomé Marché Mort pour, selon l'opposition, exiger l'arrestation et le jugement des véritables responsables de ces incendies. La marche rouge pour désapprouver la politique menée par le gouvernement togolais et crier leur ras-le-bol face à la situation de vie chère au Togo. Prévues pour juin 2013, les élections législatives ont connu 2 reports successifs pour donner une chance d'abord au dialogue exigé par l'opposition, notamment le CST et l'Arc-en-Ciel, et ensuite lui permettre de prendre part à ces élections. Plusieurs marches avaient été organisées. Les opposants ont battu le pavé pour se faire entendre. Ils exigeaient des réformes constitutionnelles et institutionnelles préalables à toute participation aux élections. Un dialogue politique s'est enfin ouvert au siège de la conférence épiscopale du Togo le 9 juillet 2013 entre le pouvoir et les forces de l'opposition, notamment la coalition Arc-en-Ciel et le collectif Sauvons le Togo, sous la médiation de Monseigneur Nicodème Bariga, évêque d'Atakpamé, en présence de l'ambassadeur des États-Unis au Togo, Robert Whitehead. Le dialogue politique a été accueilli positivement par le peuple togolais, la conférence épiscopale du Togo, les églises presbytériennes et méthodistes du Togo, l'Union européenne, la CEDEAO et le système des Nations Unies, en ce qu'il visait à décrisper la tension sociale avant tout scrutin électoral. L'opposition a au finish accepté de participer au scrutin. 2 regroupements de partis politiques se sont constitués. Il s'agit de Arc-en-Ciel et du collectif Sauvons le Togo, chacun regroupant au moins 5 partis politiques en son sein. La Commission électorale nationale indépendante CENI a pu organiser des élections libres, transparentes et sans violence. En somme, tout s'était déroulé dans un climat apaisé. Le Togo a visiblement été exorcisé du démon de la violence électorale.
C'est le parti UNIR qui a obtenu la majorité des sièges au Parlement avec 62 députés sur les 91, suivi du collectif Sauvons le Togo, CST avec 19 sièges, de la coalition Arc-en-Ciel 6 sièges, l'Union des forces de changement 3 sièges et de Sursaut Togo, parti indépendant 1 siège. Les missions d'observateurs nationaux et internationaux ainsi que l'Union européenne ont tous félicité le Togo pour la bonne organisation de ce scrutin dans l'équité, la transparence et la non-violence surtout.